On passe maintenant à notre première table ronde de l'après-midi. À travers tous les projets de la matinée, nous avons vu ô combien il est important que tous les acteurs puissent être impliqués. Pourquoi pas, on peut le faire en musique, dans l'accompagnement des enfants. Aussi, nous vous proposons cet après-midi, au travers de cette table ronde, d'identifier les défis et les bonnes pratiques pour renforcer la coopération entre les acteurs et valoriser les professionnels. Pouvoir penser l'accompagnement des enfants comme une dynamique collective. Parents, professionnels, institutions, chacun doit pouvoir agir à son niveau. Cette table ronde vous propose la mise en lumière des dispositifs existants, des coopérations possibles et les leviers pour mieux soutenir l'éveil de l'enfant et les nouveaux besoins de la parentalité. Pour relever ce défi, j'appelle donc à me rejoindre sur scène M. Pierre Stecker, directeur de projet développement des politiques de soutien à la parentalité et des 1000 premiers jours à la Direction générale de la cohésion sociale. Vous pouvez venir, M. Stecker. J'appelle aussi Madame Anne Declercq, directrice de l'association Petite Enfance Premier Pas. Madame Gaëlle Courtois, directrice du service Petite Enfance de la communauté de communes des Quatre-Rivières en Bray-en-Seine-Maritime. Madame Christelle Pirot, directrice pédagogique du groupe EducUp. Et Madame Caroline Mocotel, responsable du développement et des partenariats de la Fédération française des entreprises de crèches. Merci à vous tous d'être venus partager cette table ronde qui s'intitule « Vers un partenariat éducatif pour l'avenir des enfants, un engagement collectif ». Donc pour débuter, Monsieur Stecker, si vous en êtes d'accord, voilà, je suis désolée, vous êtes le seul homme, je vous fais parler en premier, mais vous allez voir, c'est une habitude sur les tables rondes de l'après-midi. Je vous écoute. Merci beaucoup. Et il n'y a rien de genré sur le fait que je parle en premier. C'est vous qui l'avez choisi. Je ne suis pas responsable. Merci pour votre invitation, évidemment, à toute l'équipe d'organisation, à l'association. Merci de m'inviter dans notre maison. Mais cette maison, c'est aussi la vôtre. Évidemment, c'est la maison des professionnels. Alors, peut-être que je suis le plus institutionnel sur cette table ronde, alors ça va être difficile d'être aussi emballant que ce que vous venez nous présenter, mais je vais quand même essayer. Ah oui, pardon, j'ai un support de présentation et je ne sais pas si on a une petite télécommande pour le passer. Oui, on a une télécommande. Télécommande. Pardon. Merci. Merci beaucoup. Bon, je vais essayer de tout faire à la fois. Évidemment, partenariat, je vais tout de suite... les 1000 premiers jours, je pense que je n'ai pas besoin de vous raconter ce que c'est. Je pense que je suis devant un public au préalable conquis par le concept qui s'est traduit après par une politique publique, mais qui, de fait, résonne complètement, évidemment, avec la thématique de cette table ronde, partenariat, engagement collectif. Donc les 1000 premiers jours, c'est une politique publique qui est de fait à partir de cette idée qu'il faut concentrer tous les efforts sur cet âge clé du développement de l'enfant. C'est une politique d'investissement social et c'est une politique qui est interministérielle, qui est partenariale et qui embarque l'ensemble des acteurs au travers de communautés professionnelles, si je puis dire, à la fois au niveau national et au niveau territorial. Et c'est ça l'angle que je vais essayer de présenter en 10 minutes, si je crois que j'ai 10 minutes, c'est ça. Voilà, j'en ai déjà grillé 2. Simplement pour vous dire qu'il y a un historique de cette politique publique. Vous vous souvenez, lancement en grande pompe après un rapport qui avait été le fait d'une commission présidée par Boris Cyrulnik. Et donc qui a essayé de faire un certain nombre de propositions pour qu'on passe du concept justement à la politique publique. Donc en gros on était fin 2020, début 2021 et donc on a eu une première saison de 2021 jusqu'à à peu près fin 2023 et on peut même pousser un peu 2024 sur les 1000 premiers jours. Et on a simplement, vous avez sous les yeux là, quelques éléments un peu clés.
qui résume la philosophie de cette politique publique. Évidemment, le bilan dit comme ça, il est un peu pauvre, mais c'était juste pour vous donner quelques flashs. Quand on dit 67% des femmes désormais ont recours à l'entretien prénatal précoce, on peut dire c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Néanmoins, c'est bien mieux qu'avant. Et c'est un élément clé de quelque chose qui justement singularise cette politique publique, c'est qu'elle est construite dans une logique de parcours. J'y reviendrai après. Un des jalons de ce parcours, l'entretien prénatal précoce. Quand on dit un site dédié aux 1000 premiers jours, qui est géré par nos collègues de Santé publique France, une application mobile téléchargée plus de 300 000 fois, c'est pas beaucoup, et c'est beaucoup. C'est parce qu'un autre élément structurant de cette politique publique, c'était de dire, dans la jungle des repères éducatifs, il faut qu'il y ait une parole publique forte et il faut qu'on donne des repères aux futurs parents et aux parents. Et il faut que ce soit des éléments qui soient portés par la puissance publique. Pour faire ça, il faut qu'on se donne des outils et des ressources qui soient fiables sur ce que l'on raconte aux parents, sur toutes les questions liées à cette période, que ce soit le développement de l'enfant, que ce soit son quotidien, que ce soit les interactions entre les parents, l'entourage et l'enfant, etc. Et c'est pour ça qu'on a mis en place un site, une application mobile. Quand on dit le congé paternité porté à 25 jours, on peut dire c'est très déceptif, que 25. Pourquoi seulement 63% des pères? C'est beaucoup mieux qu'avant. Et on est passé de 11 jours à 25 jours, donc évidemment. Et pourquoi? Parce que je l'ai prononcé juste avant, le mot interaction. Évidemment, si on veut des interactions favorables au développement de l'enfant, il faut que les coparents, les deux parents, soient présents auprès de l'enfant. Et c'était un élément aussi assez structurant de cette politique publique de réformer un des aspects des congés familiaux, qui est le congé paternité. Enfin, c'est aussi une politique qui est territoriale, et en ça résonne avec la table ronde, et ça va me permettre de faire la transition. Politique territoriale, parce que de fait, il y a eu plus de 450 projets qui ont été financés en 3 ans, qui sont des projets autour des 1000 premiers jours, de différentes natures. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça a permis en tout cas de faire se mettre en place des dynamiques sur les 1000 premiers jours au niveau local. Alors le petit schéma devant vous, je ne vais pas du tout avoir le temps de détailler évidemment tout ce qu'on met derrière ces 6 grands axes, parce qu'ils se déclinent en objectifs, en mesures, un truc bien techno, de plan d'action publique, national, tout ça. Mais voilà, on l'a structuré, cette nouvelle feuille de route, à l'invitation de l'ancienne ministre, puis enfin bref, vous avez compris. Voilà, bref, on a travaillé avec un ensemble d'acteurs qui sont des administrations centrales, qui sont la branche famille, qui sont nos collègues de Santé publique France, qui sont l'assurance maladie, etc., à faire un bilan de 2021 à 2024 et élaborer une nouvelle feuille de route qui a été validée début 2025 par donc, la ministre Catherine Vautrin, donc, qui était en charge de ces sujets-là, à ce moment-là, qui a failli l'être à nouveau. Et donc, cette feuille de route, elle est structurée autour de 6 grands axes. Et donc, toujours la logique de parcours. Si vous regardez le 1, le 2, c'est une logique de parcours, un parcours universel et un parcours qu'on pourrait dire plus adapté. Donc là, ça résonne avec la culture de peut-être une partie des professionnels qui sont dans la salle et qui sont en PMI, par exemple. Donc on est dans l'universalisme proportionné. Un parcours universel, ça veut dire qu'on propose la même chose à tout le monde. Un parcours adapté, évidemment, c'est qu'on prévoit aussi des éléments pour prendre en compte les vulnérabilités, le handicap, la précarité et des situations de fragilité familiale. Derrière l'axe 1, il y a tout un tas de mesures sur les jalons de ce parcours en termes de, donc j'ai dit l'entretien prénatal précoce, mais aussi l'entretien post-natal précoce, mais aussi la possibilité de disposer d'une sage-femme référente, désormais remboursée par l'assurance maladie depuis fin 2023, et donc qui est une modalité d'accompagnement proposée donc à toutes les femmes, justement à partir du 4e mois de grossesse et encore après, et renforcer l'accompagnement des situations de vulnérabilité. C'est dans ce parcours-là prévoir par exemple le fait qu'on puisse s'appuyer sur des structures ressources qui s'appellent CAP Parents ou sur les pôles ressources handicap que met en place la branche famille, donc pour la petite enfance, pour travailler aussi sur l'accompagnement de la parentalité des personnes en situation de handicap. Le 3e axe, il est toujours le même, mais on va rénover nos outils d'information. On va rénover le site, on va rénover l'appli. On a un nouveau carnet de santé de l'enfant. Vous avez vu depuis le début de cette année. L'étape d'après, c'est la dématérialisation de ce carnet de santé et le fait qu'il puisse être interfacé, encore un truc de techno, avec mon espace santé à l'assurance maladie, donc, qui désormais est de plus en plus utilisé par les familles. Et puis bientôt, un nouveau carnet de maternité qu'on travaille avec nos collègues du ministère de la Santé. Donner du temps pour la construction de la relation parent-enfant, sujet un petit peu plus compliqué au regard de nos finances publiques, mais potentiellement, il y a quand même eu la réflexion autour d'une évolution des congés familiaux. Et puis, le sujet que je vais développer, c'est le 6,
structurer un réseau national et territorial des 1000 premiers jours pour que cette politique publique, elle s'ancre dans la réalité des territoires. C'est hyper dur de faire 3 trucs en même temps, surtout que je suis un garçon. Vous avez oublié de le dire au début. Donc voilà, donc, évidemment, les 1000 premiers jours, écosystème national. En fait, ça s'adresse à qui les 1000 premiers jours? C'est l'idée d'une alliance, évidemment, autour de l'enfant, entre les professionnels et les parents, mais aussi l'entourage, en fait, de l'enfant. Peut-être en termes de modalités d'intervention auprès des professionnels, évidemment, formation, outils. Vous connaissez tous peut-être le programme Manger, Bouger. Il se décline dans les 1000 premiers jours, donc, notamment autour de l'alimentation, mais pas seulement, sur l'activité physique aussi. Le programme Zéro Alcool pendant la grossesse, donc déclinaison, formation proposée pour les professionnels sur ces sujets-là. Les recommandations pour les crèches sur les questions environnementales et de santé environnementale. Ou encore les recommandations nationales sur la nutrition, etc. Donc tout ça va faire l'objet de campagnes, de mise à disposition d'outils pour les professionnels. Et puis on aimerait en plus de ça essayer de travailler sur ces communautés professionnelles comme ce qu'ont fait certains départements. Je pense au département de l'Aube qui a lancé des appels à manifestations d'intérêt locaux pour créer des maisons des 1000 premiers jours et qui anime un réseau de professionnels et de la petite enfance et du soin et du social et de l'éducation sur les 1000 premiers jours et sur ces questions-là, territoire par territoire. On aimerait bien s'inspirer un petit peu de ce qu'ils ont fait pour pouvoir le faciliter et l'accompagner depuis le niveau national. Et puis donc en direction des parents, évidemment, je parlais du parcours, donc structurer logique de parcours, donc accompagner ces parcours de parents, du 4e mois de grossesse jusqu'aux 2 ans de l'enfant. On a ajouté une nouvelle dimension dans ces parcours de parents qui n'était pas prise en compte jusque-là, c'est de se dire, au-delà des aspects santé, des aspects éducation, des aspects droits sociaux, etc., il faut aussi accompagner les parents dans leur démarche administrative. On a eu tout un travail sur ce qu'on a appelé le moment de vie, je deviens parent. Et donc, la prochaine étape qui sera visible pour le grand public, c'est que sur le site de servicepublic.fr, qui fonctionne un peu par moment de vie, ça peut être je perds un proche, ça peut, en fonction d'un certain nombre de démarches, on aura une démarche qui va s'appeler je deviens parent. Et en fait, c'est bien parce que service public, c'est le premier truc référencé quand on cherche un renseignement sur un moteur de recherche. Et donc les parents ou les futurs parents tomberont systématiquement sur cette rubrique en premier. Ça va dérouler un premier niveau de réponse, quelle que soit leur situation. Et derrière, ça va les emmener vers le site des 1000 jours, s'ils cherchent des conseils un petit peu plus étoffés sur le développement de leur enfant. Ça va les emmener vers un site de la CAF s'ils ont besoin de conseils sur des aspects prestations, allocations, sur celui de l'assurance maladie si c'est pour l'immatriculation à la sécurité sociale de leur enfant, etc. Et donc ça a l'air de rien, mais c'est bien parce que ça s'adresse à tous nos concitoyens. Et ça veut dire que ce moment « je deviens parent » donnera lieu à un premier niveau de réponse immédiatement quand on recherche des renseignements, alors qu'aujourd'hui on a 7 sites publics différents où on va chercher des infos, puis finalement on va s'adresser à la PMI, on va s'adresser au service social ou au CCAS ou à l'association de son quartier, en général parce qu'on s'y perd un peu dans le maquis des informations. Néanmoins, tous les outils développés pour les 1000 premiers jours, c'est certes des outils pour le grand public, mais ce sont aussi des outils pour les professionnels qui sont en relation avec les publics. C'est-à-dire que l'application des 1000 premiers jours, le site des 1000 premiers jours, évidemment, il est fait autant pour les parents que pour vous, professionnels, comme des outils dont vous pouvez vous servir dans vos interactions, en fait, avec les personnes que vous recevez, avec les familles que vous recevez, avec les parents que vous recevez, parce que, évidemment, tous les parents ne sont pas à égalité, bien sûr, c'est une évidence de le dire, pour aller rechercher de l'information en autonomie sur un certain nombre de sujets. Et il manque une slide. C'est pas grave, je vous la raconte. Je voulais vous parler d'un autre élément qui illustre, à mon sens, assez bien les 1000 premiers jours et cette logique de partenariat, d'écosystème local. C'est quelque chose sur lequel on a travaillé au courant de cette année et qui va se retraduire par quelque chose d'assez concret. Ce sont les maisons des 1000 premiers jours. Donc, vous avez peut-être entendu parler des maisons des 1000 premiers jours. Il en existe déjà une centaine sur le territoire. Elles sont de forme et de nature différentes. Certaines sont associatives, d'autres sont des services publics, ou en tout cas portées par des services publics.
Et jusqu'à présent, l'État n'avait jamais posé un peu le cadre de référence commun pour ces maisons. Donc on a travaillé à un référentiel, et un référentiel qui se veut national. Donc d'abord on l'a élaboré entre administrations, après on a fait un petit groupe de travail, d'échange avec des porteurs de projets, avec des associations, avec des services de PMI, et donc va sortir au courant du mois d'octobre, enfin j'espère, sauf épisode 24 de changement, bref, parce que l'instruction est prête, hein, c'est une circulaire, donc voilà, on attend juste de pouvoir appuyer sur le bouton. Voilà, parce que l'administration continue à travailler quand même pendant que nos politiciens changent. Et donc, dans cette instruction, ça va être un appel à projet qui va porter sur 3 enjeux. Donc, continuer à accompagner le déploiement des maisons des 1000 premiers jours sur tout le territoire. Soutenir des projets qui portent, je trouve que ça résonne bien avec votre intervention précédemment, qui portent sur la prévention des risques d'exposition aux écrans, mais qui peuvent soutenir pas seulement des projets de sensibilisation, de formation des professionnels sur l'usage des parents et l'usage des écrans par les parents et les professionnels eux-mêmes. On est plus sur ça, mais aussi sur la proposition d'alternatives en fait, aux écrans dans les lieux d'accueil des familles. Et puis un troisième objet sur cet appel à projet qui est de soutenir des projets qui permettent de faciliter la place des pères et coparents durant le parcours 1000 premiers jours. Donc, dans cet appel à projet, on va poursuivre le soutien au financement du déploiement de maisons des 1000 premiers jours sur tout le territoire. Et je disais, alors c'est dommage que je n'ai pas ma dernière slide parce qu'il y avait un beau petit schéma. Une maison des 1000 premiers jours, c'est quoi ? C'est l'incarnation au niveau territorial de la politique des 1000 premiers jours dans son intégralité. C'est-à-dire c'est un lieu unique, un lieu ressource qui, à la fois pour les parents, propose une offre de service dans l'accompagnement périnatal, donc sur des questions de prévention en santé, sur des questions de santé, qui peut même proposer d'intégrer une activité de PMI ou qui peut être portée par une PMI par exemple, ou en tout cas qui doit forcément s'articuler avec une PMI. Lieu qui doit également proposer de l'accompagnement à la parentalité. L'accompagnement à la parentalité selon ses différentes modalités, ça peut être individuel ou collectif, ça peut être des ateliers, ça peut être des groupes de pairs, ça peut être aussi du conseil individuel et du conseil même conjugal et familial, pour reprendre la terminologie de nos collègues de la CAF, enfin des CAF. Ça peut être aussi des entretiens individuels, etc. Et c'est aussi un lieu dans lequel on propose, dans cette offre de services qu'on a dit socle, des activités, des actions, des moments d'accueil, peut-être du jeu libre, en tout cas sur la socialisation et l'éveil artistique et culturel. Et donc il faut qu'il y ait ces 3 dimensions sur la partie à destination des parents. Une autre dimension s'ajoute, c'est que ça doit être un lieu ressource pour les professionnels. Une maison des 1000 premiers jours sur un territoire, ça doit permettre de se rencontrer, de se coordonner. Ça doit être en lien avec le RPE, ça doit être en lien avec les centres sociaux, ça doit être en lien avec la PMI, je l'ai déjà dit, mais c'est essentiel. Et donc, lieu ressource pour les professionnels. Et c'est aussi un lieu d'orientation. Quand, à un moment donné, on est face à une situation qui est complexe ou qui nécessite des réponses spécialisées ou qui est technique, il faut qu'on puisse, dans une maison des 1000 premiers jours, orienter vers le bon interlocuteur que l'on connaît sur son territoire. Donc la maison des 1000 premiers jours, c'est vraiment l'incarnation, il me semble, de la thématique de cette table ronde. Et donc on espère que notre appel à projet qui va sortir sous peu va permettre de continuer cette dynamique, d'autant qu'il est annexé le désormais référentiel national des maisons des 1000 premiers jours que j'évoquais tout à l'heure et qui va être un peu notre outil de référence, qui va permettre aussi de labelliser des projets déjà là ou des projets qui évoluent vers la logique que pose ce référentiel. Et donc petit à petit, on aura comme ça un maillage du territoire avec ces maisons qui rempliront un petit peu toutes ces fonctions que je viens de décrire. J'ai dépassé. Parfait. Ça va ? Non, c'est impeccable. Merci. Je vous propose du coup, Anne Leclerc, de prendre la suite. On a déjà eu la joie de vous entendre un petit peu ce matin, parce que nous avons avec nous une lauréate. Pardon. Eh ben, j'y vais. Donc, Manon, tu l'as dit, je viens de Lille. Et en préparant en fait cette intervention, à Lille, on aime vraiment bien manger. Et je me suis dit, tiens, ça serait quoi les bons ingrédients pour un bon partenariat ? Donc, je me suis dit, finalement, je vais essayer de vous faire une petite recette pour un partenariat qui se veut éducatif, solide, goûtu et surtout durable. Qu'est-ce qu'on trouve ? Alors, ça ne se trouve pas au rayon surgelé. C'est plutôt du fait maison avec des bons ingrédients du terroir,
Un partenariat, ça ne se cuisine pas en solo, c'est plutôt un plat collectif à préparer avec plusieurs mains, avec amour, méthode. Et parfois, il y a un petit peu de sel dans la discussion, dans les partenariats. C'est pas toujours très lisse. Donc, dans les ingrédients qui sont vraiment importants, pour moi, ça doit partir d'observation et ça doit partir aussi du territoire. Ça doit partir, en fait, vraiment des besoins des enfants, des familles, des professionnels, des institutions. C'est à partir de cette observation qui sera fine qu'on pourra construire des partenariats qui prendront du sens. Parce que la question du sens, elle est vraiment essentielle. Il faut des temps de concertation réguliers. Ça peut être des formes très, très différentes. Et il faut surtout qu'on n'oublie personne dans la cuisine, parce que en fait, tout le monde est important. Alors, évidemment, les parents, il y a aussi les enfants, et on peut parler en leur nom quand ils sont encore trop petits par rapport à nos observations. On a aussi les professionnels, évidemment, de la petite enfance, les plus variés possibles, les institutions, puis aussi tous les partenaires qui pourraient être intéressants, dont on ne pense pas forcément d'emblée toujours en petite enfance, mais évidemment en fonction des projets, mais les partenaires culturels et les artistes. Si je prends aujourd'hui le projet pour lequel on a été lauréat, Joyeux Bazar, sans la participation de l'artiste partenaire qui est devenu aujourd'hui notre directrice artistique du Joyeux Bazar, Aurélie Terrier, le Joyeux Bazar, il ne serait pas ce qu'il aurait été. Parce que les artistes, ils amènent aussi d'autres choses. Alors évidemment, avec tout le travail où il faut se rencontrer, se connaître, mais vraiment, ça amène d'autres dimensions. Sur le territoire de Lille, par exemple, on travaille aussi avec une association qui s'appelle Premier Cri. Je pense qu'il y a Mathilde qui est là-dedans. Et qui... c'est des personnes, à la fois sur le côté design et le côté recherche. Et par exemple, c'est très intéressant de mêler toutes ces personnes. Et en fonction des projets, on va aussi aller chercher des compétences nouvelles. Joyeux Bazar, par exemple, Thomas est venu former les professionnels avec la formation Éclat. Ça a amené Méline, pour le Bazar numéro 2, est venue encore former les partenaires du territoire au paysage exploratoire, et ça amène encore une autre dimension. Donc, vraiment d'aller chercher les partenaires qui nous paraissent intéressants. Alors, si je prends l'exemple de Lille, c'est une ville qui mijote son projet éducatif depuis plus de 20 ans. C'est pas un plat minute, c'est un plat longuement mijoté et qui est vraiment nourri d'observations fines et d'un vrai feu politique. Il y a une vraie volonté de mettre les enfants au cœur du projet de la ville. Et la ville de Lille a mis en place, par exemple, un laboratoire ville à hauteur d'enfants. Alors moi, c'est bien, je fais un power et en fait, Voilà. Comme quoi, il n'y a pas que les hommes qui ne savent pas faire deux choses en même temps. Je suis partie. Et... Alors voilà, je vais essayer de vous avancer. Donc oui, un laboratoire ville à hauteur d'enfants. Alors en fait, c'est un lieu où se réunissent plein de gens d'horizons très différentes. Le tout premier, la personne qui co-anime, c'est un sociologue qui travaille à l'université de Lille et qui réunit en fait plein de personnes d'horizons différentes, et on pose en fonction des thématiques, tout est regardé pour rendre la ville à hauteur d'enfant. Donc on a aussi d'autres dispositifs que vous connaissez un peu mieux, les conventions territoriales globales de la CAF, qui sont aussi des outils super intéressants avec des chargés de coopération, les commissions petite enfance.
On a, à premier pas, on a aussi répondu au fonds d'innovation petite enfance, et ce qui a permis vraiment de pouvoir, à partir d'une problématique qui était la valorisation des assistantes maternelles, de mettre en place différentes propositions pour répondre à cette problématique. Donc ça, c'est le premier ingrédient, c'est vraiment de partir des besoins du territoire, avec des acteurs. Le deuxième, pour moi, c'est des projets. C'est des projets qui fédèrent. Bon, là, je ne votais pas. Franchement, je ne suis pas bonne du tout dans les deux trucs. Donc ça, c'était le fonds d'innovation petite enfance, hein, qui a, avec les différents chantiers qui ont pu être... Alors, sur les projets... je vais vraiment trop vite. Hein. Les projets qui fédèrent, alors évidemment, vous avez entendu tout à l'heure Joyeux Bazar, même si on n'a pas vu complètement ce que pouvait être dans les photos, c'était peut-être pas très visible, mais vraiment, c'est un espace où on a réuni dans un lieu symbolique qui est le Bazar Saint-Saul. Alors, à Lille, c'est un lieu qui est un peu emblématique. Un lieu très beau où on a réuni des professionnels de la petite enfance, des assistantes maternelles en premier lieu, et toutes les personnes qui gravitent autour de la profession pour relier petite enfance et l'art. Et avec des installations où l'enfant est très libre de pouvoir expérimenter, explorer. Et ce qui nous avait vraiment frappé, hein, je me souviens des échanges avec Thomas, c'est de voir que ces enfants exploraient et qu'il y avait quasiment, pourtant on a eu plus de 2000 personnes, aucun pleur d'enfant. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de règles, on n'imposait rien aux enfants. Et donc les enfants pouvaient aller d'une installation à une autre, ils se mélangeaient même entre les installations, c'était pas grave. Et ils étaient vraiment libres de leur exploration. Et avec aussi un souci dans l'esthétisme qui était aussi très important. Et franchement, je vous le redis, au mois de novembre, il faut venir à Lille pour pouvoir voir cette belle chose. Autre chose, évidemment, qui fédère, ça peut être la semaine de la petite enfance, hein, on l'a déjà dit à plusieurs reprises. On a aussi un projet plein air où vraiment on travaille avec assistantes maternelles, crèches, et là on va chercher d'autres partenaires comme les jardins ouvriers. Enfin, vraiment, on essaye de trouver toutes les personnes qui pourraient être aidantes dans les projets. Mais, et on essaye aussi d'associer chacun à la hauteur où il en est. Je sais qu'il y a ce matin, quelqu'un parlait de l'éducation populaire. On est vraiment dans cette logique-là, c'est de partir de là où les gens sont et non pas de là où ils voudraient être. Et que toute parole, et j'allais dire encore plus peut-être celle des assistantes maternelles qui, de fois, n'ont pas toujours l'habitude de travailler en mode projet. C'est pas toujours évident hein, de se mettre d'accord ou d'être face à des institutions, ça peut faire peur. Et c'est vraiment pour nous hyper important de leur laisser la place. Alors pour que la mayonnaise elle prenne, il faut des ustensiles qui soient adaptés. Donc il faut des financements pérennes, un soutien institutionnel et aussi des instances collectives où on puisse travailler. Alors, on aime aussi... Alors, j'ai l'impression qu'il y a... Ah oui. Hop, ça, c'est les projets. Hop, non, je voulais vous montrer le travail, mais alors, j'ai l'impression que les choses ne sont pas dans le bon ordre. Alors, je vous disais, au niveau des outils, on a la chance aussi sur l'île d'avoir des partenaires. On a travaillé beaucoup, par exemple, avec une facilitatrice graphique, Elena Salazar, qui nous a vraiment aidés. Et je trouve que dans les partenariats et dans la forme dans laquelle on peut avancer, d'avoir aussi une autre façon de penser
collectif, avec des outils collaboratifs, ça aide vraiment aussi à faire avancer les projets et d'une forme un peu ludique, d'une forme aussi un peu qui est assez rapide en fait et qui permet d'aller plus loin. Et on a travaillé aussi avec une autre partenaire sur un hackathon qui permet de travailler à partir d'une question qui est posée, de l'innovation, enfin de chercher des solutions par rapport à des questions et d'être dans une forme innovante. Donc vraiment, de pouvoir avoir d'autres outils, c'est aussi aidant. Et le dernier ingrédient, c'est la qualité. Osons la qualité. Enfin, c'est vraiment... ayons pas peur de rêver, de voir les choses en grand. Je trouve que c'est vraiment important. Alors, une vraie qualité, ça se construit petit à petit. Il faut du temps, il faut du courage, il faut que les projets soient porteurs de sens. Et il faut aussi évaluer ce qu'on fait. Même quand c'est un peu trop salé, il faut pouvoir l'évaluer. Quand il faut pouvoir se former entre pairs, il faut pouvoir partager les réussites, mais aussi les ratés, parce que des fois il y en a, et puis ça nous aide à améliorer. Et il faut pouvoir travailler aussi à la fois dans une continuité, mais aussi dans une évolution et dans l'innovation, mais tout en gardant aussi les bases de ce pourquoi on le fait et pourquoi on le fait bien. Donc si je résume, le partenariat éducatif, ce n'est pas un plat tout prêt livré par un grand chef, c'est une recette maison qu'on prépare ensemble avec ce qu'on a, avec ce qu'on est et ce qu'on veut partager. Donc il faut des ingrédients du territoire, des projets qui mijotent ensemble, de la qualité bien dosée et surtout de la passion, un peu d'humour, beaucoup d'humanité et un petit grain de folie comme on aime dans le Nord. Et merci à vous et bon appétit éducatif. Merci Anne, même si je remarque que vous avez oublié de nous dire avec quoi ça se boit. Du champagne. Ah non, pardon. Une bonne bière lilloise, pas de problème. On passe du coup à Gaëlle Courtois, qui, je le rappelle, vous êtes directrice du service petite enfance de la communauté de communes des Quatre-Rivières-en-Bray, en Seine-Maritime. Voilà, alors, même si ça ne se voit pas, je suis une toute jeune directrice de service petite enfance, puisque je viens juste d'être nommée, et j'ai surtout ma carrière en tant que directrice de crèche, donc je vais surtout évoquer ce parcours-là dans les partenariats. Voilà. Je tiens à remercier donc l'association, bien évidemment, Éléonore Bartouille pour son invitation. Remercier pour ce matin tous les professionnels pour cette matinée inspirante, ressourçante, encourageante, rassurante. Voilà. Et j'ai envie de dire, vous pourriez tous être avec moi sur l'estrade, voilà, pour parler de vos expériences. Donc, voilà, je vais parler de la mienne, en espérant pas vous endormir. Donc, voilà, il y a 20 ans, quand j'ai commencé, quand je suis arrivée dans la petite enfance, après un parcours tout d'abord dans la protection de l'enfance, je suis arrivée avec plein d'idées déjà de partenariat, puisque dans la protection de l'enfance, c'était déjà bien installé, cette notion-là. Et je me suis retrouvée un petit peu... face à un petit peu des murs au départ. Le partenariat n'était pas encore bien visualisé, surtout dans le milieu rural, voilà, où quand vous arrivez... Alors moi j'ai la chance d'ouvrir une structure avec porte sur une école maternelle, donc mon envie a tout de suite été de créer une passerelle, voilà, pour faire envisager une adaptation, un passage en douceur entre la crèche et l'école. Bon, ça ne s'est pas fait comme ça. Je dirais qu'il y a 20 ans, ça n'était pas démocratisé. Tout comme lorsque les réunions d'équipe, j'avais évoqué à monsieur le maire de l'époque l'envie de mettre en place de l'analyse des pratiques et la présence d'une psychologue.
m'avait répondu tout simplement, vous avez un médecin référent, c'est la même chose. Voilà. Alors, je ne remets pas en question ses envies et les engagements de l'époque, sauf que ça a bien évolué grâce aux recherches, aux politiques, et je pense aussi au travail quotidien de tous les professionnels, voilà, qui se sont battus pour ouvrir nos portes et aller au-delà de nos structures. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que je pense qu'il est évident qu'on travaille les uns avec les autres. On a longtemps travaillé les uns à côté des autres, mais aujourd'hui, il y a un enrichissement mutuel de nos connaissances. Que ce soit, alors on travaille aujourd'hui avec les professionnels de santé, du social, de l'éducation, avec aussi comme premier partenaire, ne l'oublions pas, ce sont les parents. Au quotidien, voilà. Alors après, je vais parler réseau, etc. Mais ce qu'il faut savoir, voilà, ne jamais oublier les parents dans tous nos partenariats. Et donc des partenariats qui ont mis en valeur aussi, je trouve, le métier des professionnels de la petite enfance et ce qu'on apporte aux enfants au quotidien dans nos structures. Il y a une époque où on disait, ça serait bien que vous accueilliez cet enfant. Lorsque, par exemple, l'ASE nous demandait d'accueillir des enfants, c'était sans nous dire quoi que ce soit sur leur parcours, etc. Aujourd'hui, on nous demande d'être ressources, de faire des bilans d'observation, de participer à des réunions où différents professionnels concourent au projet de l'enfant, au projet individuel de l'enfant, et participent, collaborent. On pense ensemble aujourd'hui les projets de l'enfant et de sa famille. Donc, des partenariats qui permettent aujourd'hui de valoriser nos compétences, mais aussi de mieux délimiter aussi les compétences de chacun, parce qu'on s'est retrouvé, je pense, à certains moments un peu seul. Voilà. Et aujourd'hui, de connaître tous les partenaires du territoire, ceux qui nous entourent, c'est important pour pouvoir conseiller les familles, orienter au quotidien. Alors, je vais directement passer à des exemples plus concret pour moi en tout cas, sur les exemples de partenariat, de réussite de partenariat, notamment sur l'engagement collectif qui est facilitateur d'inclusion pour les enfants en situation de handicap. On parlait ce matin de dépistage précoce. Je pense que nous sommes toutes amenées à rencontrer dans nos accueils des enfants à un moment donné en difficulté, où nous sommes aussi en difficulté, et ou à besoins spécifiques. Et aujourd'hui, on a la possibilité de faire appel à des ressources sur notre territoire. Je pense au pôle ressources handicap. Alors, je ne sais pas s'il est déployé sur l'ensemble du territoire national, mais en tout cas, on a ce pôle ressources 76, nous, en Seine-Maritime, qui est vraiment ressource autant pour les familles que pour les équipes. On a la chance aussi d'avoir des CMP, nous, avec une équipe mobile qui se déplace sur le territoire avec infirmières et psychologues, et qui, lorsqu'une famille sollicite le service, en 15 jours, s'engage à faire un premier entretien pour ensuite orienter la famille et l'enfant vers les services adaptés. Et je dirais que de connaître son territoire, c'est très important pour pouvoir orienter. Et nous, en tant que professionnels de la petite enfance, je pense qu'on a un rôle important lorsqu'on prend la direction d'une structure. Aujourd'hui, dans nos missions, connaître son territoire, aller vers les partenaires, c'est très important parce qu'on est vraiment au cœur du projet de l'enfant pour ensuite pouvoir collaborer ensemble. Et un exemple de collaboration récent, c'est un enfant qui présentait justement des... Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais qui nous posait question au sein de la structure par rapport à un comportement inadapté, des difficultés de communication. Et après avoir discuté avec la maman, une maman très ouverte, nous l'avons orientée vers le CMP, où là, il y a eu une prise en charge dans les 15 jours, et où dans les mois suivants, on a pu collaborer avec l'école et se retrouver à la même table avec infirmière, psychologue, directrice d'école maternelle, sa future professeure des écoles, parents,
et nous, en tant que professionnels de la petite enfance, pour penser la rentrée de l'enfant à l'école. Et ça, c'est une grande victoire, je trouve, aujourd'hui. C'est sur la collaboration, sur un exemple de collaboration dans l'intérêt de l'enfant. Ensuite, les autres partenariats, je pense que... Alors, moi, je travaille pour une collectivité territoriale et je pense qu'il faut vraiment travailler avec ses élus. Et ces élus qui sont là pour nous épauler, qui sont à l'écoute. Et en effet, quand vous disiez il faut qu'on soit porteur de projet, il faut que le projet ait du sens. Et c'est à nous d'aller proposer des projets. Et je pense que nos élus sont vraiment friands, si je puis dire, de projets dans l'intérêt des jeunes enfants, de nos familles sur le territoire. Et que si notre projet il est construit, et il répond à des besoins bien établis, on sera toujours soutenu par nos élus. D'ailleurs, je remercie moi, j'ai mon élu qui m'a accompagné aujourd'hui pour me soutenir tellement j'étais... Donc, voilà. Et au-delà des élus, lorsqu'on travaille pour une collectivité, on a différents services. Et je pense aussi qu'il faut être ressources les uns des autres. Par exemple, on a un service santé et un service aussi culture. Et donc, avec le service santé, on va mettre en place des ateliers parents-enfants qui s'appellent les ateliers réflexes santé, avec le soutien de l'ARS, où professionnels de santé du territoire et professionnels de la petite enfance vont pouvoir animer des ateliers sur tout simplement des ateliers de prévention et d'information sur de la bobologie, j'ai envie de dire, sur les petits soucis du quotidien qu'on peut rencontrer avec son enfant, pour rassurer les parents, renforcer leurs compétences et bien évidemment en vue aussi de désengorger aussi les urgences pédiatriques, sans pour autant dédramatiser ce qui peut se passer, bien évidemment. Et le service culture aussi, on a la chance d'avoir ce service et je pense que où là on peut avoir non seulement le soutien de la CAF pour des projets Babil, mais aussi le soutien de la DRAC pour mettre en place des parcours petite enfance, des parcours culturels, éveil culturel petite enfance. Et là encore, on a la chance sur notre territoire d'avoir des résidences d'artistes. Et voilà, il faut ne pas hésiter à aller les contacter et à essayer de penser ensemble, voilà, parce qu'ils sont aussi ressources. Parce que bon, un parcours éveil culturel, parfois, voilà, ça nous parle pas, ça nous laisse un peu perplexes. Grand projet, coût, ça peut nous arrêter, bien évidemment. Mais les leviers, en effet, le soutien financier, il y a des soutiens financiers possibles et des ressources aussi avec tous les acteurs culturels du territoire. Après, pour aller chercher les partenaires, je trouve que la semaine de la petite enfance, sans vouloir valoriser, mais oui, je pense que c'est une semaine qui est très importante pour les services petite enfance des collectivités, du moins, car ça nous permet vraiment de créer des partenariats au-delà de la semaine petite enfance. C'est-à-dire que cette semaine, elle nous rassemble, en effet. On travaille ensemble pour mettre en place des moments de partage entre parents, enfants et professionnels. Mais on s'aperçoit aussi que cette semaine, elle nous amène aussi à d'autres partenariats en dehors de cette semaine et qui sont constructifs pour l'ensemble de l'année avec des partenariats médiathèques, EVS, crèche, médiathèque. On s'entrecroise et on partage ensemble des projets et toujours dans l'intérêt de nos familles et des enfants du territoire. Voilà, alors je voudrais juste revenir sur notre rôle important, voilà, et nous féliciter du quotidien, de l'investissement au quotidien et de cet investissement qui ne faiblit pas. J'ai pu voir aujourd'hui une de mes collègues de la promo 2001 de l'IFEN du Havre, qui travaille aujourd'hui à Sarzeau, en Bretagne, qui est retournée chez elle, être récompensée voilà, par les Giraffe Awards. Et, voilà, et je me dis que voilà, toutes ces années, tous ces investissements, ces croyances, ben, ça paye. Et je voudrais terminer tout simplement
en disant osons encore être positifs, croyons encore en la petite enfance, soyons optimistes. Et puis, si je peux me permettre de vous reprendre. Elle est partie, Madame Marie-Jean Maître. J'ai envie de dire, continuons à être créatifs pour trouver des solutions ensemble. Voilà. Merci pour ce témoignage optimiste. Je vous laisse la parole, effectivement, Christelle Pierrot. Vous êtes directrice pédagogique du groupe EducUp. Oui, enchantée. Bonjour à tous et à toutes. Tout ce qui se dit depuis ce matin fait énormément sens et sens dans nos pratiques et ça fait du bien. Alors merci pour tout ça. Pour en venir aujourd'hui à la formation. Alors ça fait 2025, ça fait 36 ans que je suis dans la petite enfance. 36 ans en ayant plusieurs casquettes. Celui d'éducatrice, celui de directrice, celui de formatrice, celui de professeur, avec cette belle rencontre, cette start-up, EducUp. EducUp qui est une start-up à impact social, qui agit sur plusieurs fronts, celui de la petite enfance, celui de la formation, celui du soutien à la parentalité et celui de la professionnalisation. EducUp, c'est venir en soutien et en aide à toutes les familles en proposant de la garde d'enfants à domicile avec la mise en place de la pédagogie Montessori auprès des familles de toute catégorie sociale, des familles qui se sentent souvent seules quand ils ont des enfants à besoins spécifiques ou en situation de handicap. Et c'est aussi par le biais de Aide Academy de pouvoir proposer de la formation. Formation essentielle dans le monde de la petite enfance parce que former, c'est semer pour demain. Tout ce que vous avez pu raconter depuis ce matin se transmet et avec la plus grande humilité, passer aujourd'hui du côté de la formation professionnelle, c'est transmettre un savoir-faire. Transmettre un savoir-faire, la formation comme un levier essentiel pour la petite enfance, c'est aussi former et transmettre des postures professionnelles, un savoir-être et surtout une connaissance du milieu, une connaissance du terrain. C'est ce qu'on œuvre à faire chez EducUp à travers Aide Academy. Et comment ça se passe concrètement ? Eh bien, c'est aller chercher aujourd'hui quelqu'un qui souhaite se former, vérifier avec lui pourquoi vouloir se former à la petite enfance, quelquefois répondre à des points d'interrogation, lever des freins, aller rechercher des personnes qui ont été en décrochage scolaire, qui ont perdu confiance en elles ou qui souhaitent se reconvertir. Aujourd'hui, c'est transmettre une passion, c'est créer un engagement, c'est accompagner au quotidien et c'est à travers ce distanciel, puisque c'est une formation que l'on propose en distanciel, c'est créer aujourd'hui une humanité, une vraie relation où on va vraiment construire le parcours d'un apprenant. Le parcours d'un apprenant exclusivement en alternance, puisque chez Aide Academy, on prône la formation en alternance pour la transmission des compétences. Essentiel pour tout ce que vous avez raconté depuis ce matin, encore une fois. Bien sûr, tout ça, on le fait avec plein de partenaires. On a France Travail, les missions locales, les écoles de la seconde chance et bien évidemment toutes les structures aujourd'hui qui accueillent les apprentis et qui souhaitent les former à l'un de nos fabuleux métiers, parce qu'il y en a tellement. Voici un petit peu le tour d'horizon de notre formation à travers EducUp. D'ailleurs, je viens aussi de me rappeler que j'avais fait des slides et que je ne les ai pas passés. Comme quoi, quand on raconte des histoires, on a autre chose à passer. Mais
Le principal, c'est d'avoir été dessus dans cet engagement de la construction, bien évidemment, des professionnels de demain pour que nous puissions oser l'excellence dans cette construction des futurs professionnels de la petite enfance. La formation, c'est aussi un levier pour toutes les personnes qui sont déjà en poste. Parce qu'on peut avoir une fatigue professionnelle. On peut ne plus prendre suffisamment de hauteur par rapport à ses pratiques professionnelles. Et aujourd'hui, la formation permet de redonner un souffle, permet de prendre de nouvelles pratiques professionnelles et d'avoir un nouvel oxygène. Cette formation, à travers toutes les possibilités qu'elle puisse offrir, permet en tout cas de pouvoir s'investir dans notre milieu de la petite enfance. Voilà. Merci. Et on poursuit avec la présentation de Caroline Mocotel. Alors, merci à Agir de nous permettre d'évoquer la place des professionnels, la place fondamentale qu'ont la crèche et les professionnels de la petite enfance au sein de la société et donc de la communauté. Moi, je vais vous parler de deux choses. La crèche comme premier lieu de soutien à la parentalité et la crèche comme premier lieu de sociabilisation pour l'enfant et pour le parent. Et j'insisterai particulièrement sur le rôle des professionnels de la petite enfance. La crèche, c'est le premier lieu de soutien à la parentalité. En effet, notamment pour un premier enfant, les parents sont perdus. Il y a bien les premiers jours le cocon de la maternité, le premier mois les rendez-vous réguliers chez le pédiatre ou la PMI, mais après, c'est en démarche proactive, notamment pour le site des 1000 premiers jours, plus rien. La crèche et la rencontre des professionnels permet un lieu où les questions sont possibles, les réflexions admises via les transmissions. Les transmissions doivent être et sont dans la quasi-totalité des cas un moment privilégié pour parler des difficultés et des petites joies, que ce soit une mauvaise nuit, les dents qui poussent, les premiers pas. La crèche est un lieu d'écoute et de parole qui facilite les échanges informels sur les différentes situations rencontrées et qui permet de se réassurer. Stom Bennett, pendant le Covid, reprennent et se redéveloppent au sein des structures tous les cafés parents qui permettent des échanges ciblés, les activités qui sont ouvertes aux familles, ce qui permet de faire rentrer toujours plus le parent dans la crèche. La crèche est également le premier lieu de sociabilisation pour l'enfant et pour le parent. Avec le professionnel, l'enfant quitte ses parents, souvent pour la première fois. L'importance de cette première séparation implique confiance et réassurance, tant de l'enfant qui va être accueilli que pour le parent qui doit être serein pour retourner travailler ou pour se former. Avec les autres enfants, l'enfant va se confronter à l'autre, il va jouer, il va partager et il va attendre son tour. C'est donc de la découverte de l'autre et de la vie en société. Avec la communauté, grâce aux différents projets d'établissement, comme les projets intergénérationnels, les activités avec des associations, la médiathèque, la boulangerie. Par toutes ces actions communautaires, l'enfant découvre qu'un monde existe autour de lui et qu'il peut aller à sa rencontre sans ses parents. Et la crèche, c'est également un vecteur d'égalité en permettant aux enfants d'avoir accès aux mêmes chances dès les premiers mois de leur vie. C'est un lieu de protection face aux violences et c'est un lieu de protection face aux écrans. Parce que le trio enfant-parent-professionnel est central dans le développement de l'enfant, l'accueil des parents au sein de la structure est fondamental pour le soutien à la parentalité et l'accompagnement du bien grandir des enfants, leur découverte, les premiers apprentissages, des émotions, des compétences sociales, psychosociales qui feront d'eux des adultes de demain épanouis. Actuellement, avec le renforcement du cadre réglementaire qui améliore la qualité d'accueil, bien évidemment, mais qui demande du temps de travail administratif supplémentaire et donc du temps qui n'est pas mis à la disposition des familles, avec la pénurie des professionnels et avec la perte de confiance des familles envers la crèche, cette mission est mise en difficulté. Il est important de recentrer le travail des professionnels sur leur mission première, l'accueil de l'enfant et de ses parents. Le cadre doit être serein et fluide pour obtenir la confiance des parents et permettre un éveil quotidien serein des enfants. À la FFEC, nous avons à cœur de valoriser le travail des professionnels de la petite enfance. Il est indispensable pour la construction des adultes de demain. Merci.
On vous propose peut-être un petit temps d'échange ou de questions, si vous en avez, pour nos invités de cette première table ronde de l'après-midi. Oui. Est-ce que... Ouais, parfait. Merci Thomas. Oui, bonjour, merci pour vos interventions. Ça s'adresse à Pierre Stecker. Au sujet justement de l'appel à projet, parce qu'on est un peu chasseur de primes, c'est aussi notre métier. Et on a aussi un projet Maison des 1000 jours centre social et des éducateurs formés au DU des 1000 jours. Donc on est bien staffé de ce côté-là. Donc on guette, mais vraiment on est dans les starting blocks. Une idée un peu du montant possible. On parle bien du fonctionnement de la maison, plutôt de l'investissement dans un bâtiment. Est-ce que vous avez le droit de nous dévoiler en avant-première quelques petites infos secrètes sur cet appel à projet? Yari. Merci pour la question. Ouais, c'est bien, c'est concret. Non, il n'y a rien de secret. Simplement, montant, évidemment, les montants vont être selon les projets. Donc, il n'y a pas l'appel à projet ne définit ni un plancher ni un plafond. Enfin, bref, donc voilà. Mais je tiens quand même à préciser une chose. L'année dernière, on a fait un appel à la manifestation d'intérêt spécifique aux Outre-mer. Et donc, l'idée, c'était de faire émerger sur les 5 départements d'Outre-mer, départements et régions d'Outre-mer, des maisons des 1000 premiers jours. Et on y a mis le paquet, puisqu'on a mis tous les crédits nationaux juste sur les Outre-mer et juste sur l'objet maison des 1000 premiers jours. Donc, ce qui a permis d'avoir un financement un peu global, même sur certains projets. Ça permettait de couvrir aussi même l'investissement de départ. Ce n'est pas du tout le cas là sur 2025, d'abord parce qu'on a la même enveloppe mais qu'il faut répartir en 3 objectifs et tout le territoire, donc vous imaginez. Mais surtout, quelque chose qui est important, c'est que les crédits nationaux, ils ont vocation à faire un peu levier, mais il faut absolument, et c'est redit dans l'instruction d'appel à projet, mais il faut combiner ça avec des crédits de la CAF, le Fonds national parentalité, avec des crédits de la politique de la ville si vous êtes en quartier prioritaire, avec le pacte des solidarités si vous cochez les cases, etc. Donc ça veut dire qu'il y a un petit enjeu d'ingénierie, de montage budgétaire à avoir autour de ces projets-là. Ce sont les ARS qui seront les têtes de pont et qui seront donc en coordination du traitement des réponses, en fait. Oui, potentiellement. Mais là, après, c'est à discrétion des préfets, du coup, qui attribuent les enveloppes, que ce soit en ZRR ou en QPV. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question, des autres questions? Oui. Alors, tu l'as vu, Thomas? Parfait. Bonjour, moi je suis Sarah Voisin et je suis artiste plasticienne, donc non pas professionnelle de la petite enfance, mais j'interviens régulièrement, notamment dans les relais petite enfance de plusieurs régions. Et je voulais me permettre de remercier Madame Maître parce que j'ai vraiment été touchée par son intervention. Et je retrouve dans un vocabulaire qui n'est pas forcément le mien, donc peut-être que je vous emprunterai certains mots parfois, cette idée que l'enfant est bien plus grand que ce qu'on imagine. Voilà, donc merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? Eh bien, merci à vous tous pour cette table ronde.